Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Sachez que désormais, nous sommes également sur le numéro 174 du décodeur de Canal+ Horizon pour tous ceux qui ne le savent pas encore. Alors, aujourd'hui, quand je vous dis agriculture, vous pensez forcément à la daba, à la terre ou on va dire aux plantations. Mais sachez que désormais, Business 24 a tout fait et a mélangé agriculture et TIC. Ce que ça va donner, eh bien, il s'agit du métier de développeur. En quoi est-ce que le métier de développeur et l'agriculture peuvent avoir tous les deux un lien? Pour en débattre, nous sommes en compagnie de Moussa Doumbia, qui est lui-même développeur et il fait partie du groupe de Google Développeurs. Bienvenue à Business Matin. Je le disais tantôt, aujourd'hui dans Business Matin, nous allons parler développeurs, nous allons parler applications et nous allons parler agriculture. Vous ne voyez pas de lien, ben nous on en voit. Bonjour Monsieur Doumbia. Bonjour Mademoiselle Noélie. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et vous allez nous dire ce que c'est qu'un développeur. Alors, un développeur, c'est un spécialiste de l'informatique qui est censé automatiser certaines tâches. Alors, dans l'entreprise ou dans l'institution dans laquelle il va travailler, on va lui soumettre un certain nombre de processus qui sont faits à la main, à l'habituel, qui va automatiser par le biais d'un langage informatique et fournir un logiciel qui va fonctionner soit sur un ordinateur, soit sur Internet, permettant à cette entreprise ou cette entité-là de voir sa tâche automatisée. D'accord. Alors, comment devient-on développeur aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, pour devenir développeur, ce n'est pas vraiment compliqué. Il y a plusieurs moyens. Est-ce à dire que c'est un métier super facile? Ce n'est pas un métier super facile, mais je dirais une personne qui est assez logique pourrait devenir développeur. Alors, nous allons passer par le commun de tout le monde, qui est de suivre une formation, soit dans une grande école, soit dans une université privée, une formation en génie logiciel, par exemple, ou en maths info, au sorti de laquelle la personne concernée aura un titre de technicien en informatique, en génie logiciel. Il y a aussi ceux qui, par le biais d'Internet, vont sur des sites, suivre des tutos assez pratiques et acquièrent une certaine expérience dans un domaine précis. Mais est-ce que vous conseillez, on va dire, l'autodidacte? Oui, ne peut être développeur que celui qui est autodidacte. D'accord, ça devient intéressant tout ça. Alors, quand j'entends développeur et j'entends aussi entreprise, pouvez-nous parler un peu du lien? Oui, en fait, en entreprise, on a besoin du développeur. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, le développeur est celui qui automatise les tâches de l'entreprise. Si en entreprise, on est censé gérer un stock d'archives, si on va prendre un exemple très simple. Vous avez ce papier-là, on en gère 1000 par jour. Au bout de 10 jours, on se retrouve avec 10 000 papiers. Or, si on a un développeur en entreprise, il nous développe une application qui gère le contenu du papier, c'est-à-dire les données, de sorte à ce que, au lieu de se retrouver avec des centaines de cartons, on se retrouve avec un fichier sur une clé USB portable déplaçable à n'importe quel moment. Donc, l'entreprise a forcément besoin du développeur pour avancer et pour aller plus rapidement dans son travail en fait. Alors aujourd'hui, quand on entend agriculture et développeur, je sais que les téléspectateurs sont nombreux, ils ont vraiment envie de connaître le lien qui existe entre les deux. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ce lien? Alors, quand on entend agriculture et développeur, je vais simplement dire Lorboard. Pourquoi? Lorboard est une plateforme qui a été développée pour permettre en fait de regrouper sur un espace les différentes offres et demandes
des agriculteurs et des clients. D'accord. Expliquez-nous ça dans tous les détails. Ok. Pourquoi j'ai dit l'ORBOR? Par l'éthique, l'ORBOR a proposé des solutions informatiques visant à améliorer, voire faciliter certaines tâches en agriculture. Alors, l'agriculteur avec sa daba, Mhm. donc, aura besoin, on va dire, d'une application Internet. Tout à fait. Bon, expliquez-nous tout ça, parce qu'on a vraiment envie de savoir. Expliquez-nous tout ça. Alors, je vais prendre un exemple pratique. Oui, Je suis agriculteur. oui, Je produis 2 tonnes de cacao chaque année. d'accord. Et chaque année, pour pouvoir vendre mes 2 tonnes de cacao, j'ai tous les tracas parce que je n'ai pas les personnes envers qui vendent mes 2 tonnes de cacao. Je me fais souvent escroquer parce que je vends mon cacao souvent à 300 francs le kilo pendant que mes amis arrivent à vendre leur cacao à 500 francs le kilo. Eh bien, par l'ORBOR, on a une application qui s'appelle le Virtual Market, à partir de laquelle je vais diffuser mon produit sur un marché en ligne. Quand je poste mon annonce via un SMS envoyé depuis mon téléphone portable, toutes les personnes inscrites sur la plateforme recevront une alerte. Cette alerte va être traitée par certains concernés et intéressés, de sorte que ceux-ci viennent me contacter directement, d'où l'absence d'intermédiaire. Moi, le planteur, je n'aurai plus à me voir escroquer par des intermédiaires qui prendront peut-être 200 ou 300 francs de mon argent. J'aurai directement le contact d'un acheteur direct. Et en fait, les acheteurs directs sauront en fait que maintenant, à chaque période de l'année, je dirais la période de récolte du cacao, ils pourront m'appeler pour me demander combien de tonnes de cacao j'ai produit en fait. Donc vous voyez comment l'agriculture a facilité la tâche à l'agriculteur via la plateforme l'ORBOR et comment au jour d'aujourd'hui on est en train de faciliter un certain nombre de choses en fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment permettre aux clients que nous sommes d'avoir les vrais prix des denrées sur les marchés. Alors, quand vous dites sur les marchés, ce n'est pas forcément au niveau de l'agriculture, que ce soit même dans le marché rural, oui. Dans le marché qu'on a dans le quartier, peu importe. D'accord. Donc, parce que quand on parle d'agriculture, on parle de vivrier, et quand on parle de vivrier, on parle de marché. Oui. Donc, on a une plateforme à partir de laquelle des agents déployés sur le marché iront précollecter des données et feront de la diffusion. Donc, étant assis à la maison, je saurais que le poisson au jour d'aujourd'hui est à 200 francs par exemple. Le kilo, oui. Le kilo. Tandis que si j'étais parti directement peut-être chez une tierce vendeuse, celle-ci m'aurait fait le kilo à peut-être 500 francs. D'accord. Mais alors, comment est-ce que vous avez accès aux différents prix, aux différents coûts? Ok. Comme je l'ai dit, on a des agents précollecteurs qui ont connaissance de certaines associations de marché, vu qu'on est en partenariat avec elles. Et chaque jour, on a 2 types de marchés. On a les marchés habituels qui sont quotidiens, qui sont là tous les jours. Et on a par exemple, je vais prendre un exemple, on a un marché qui vient par exemple tous les mercredis. On a une association pour chaque marché. Notre agent ira récolter toutes les informations les nécessaires. informations au niveau de ces associations-là. Et les informations traitées et vérifiées, il fera la diffusion sur la plateforme. À partir de laquelle nous ferons une diffusion au niveau des personnes connectées sur la plateforme. D'où l'information en fait. D'accord. Alors, c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais peut-être essayer tout ça. Mais si je veux essayer, comment est-ce que je fais aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, nous avons quelques services qui sont déjà lancés. Je veux parler du site de l'ORBOR, qui est l'ORBOR.org, qui
d'information, de formation. Mais ce site est gratuit. Il est gratuit. Il est gratuit pour tous les agriculteurs et pour tous ceux qui veulent avoir accès à ces informations. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce que cette application, on va dire, cette plateforme a été accueillie? Oui, cette application a été vraiment appréciée de tous parce que nos parents dans les villages ont vu certaines complications annulées. Au niveau des coopératives, elles ont vu l'accès aux métiers informatiques, on peut dire, parce que elles ont permis à certaines personnes de rentrer dans le monde des TIC via leur plateforme qui leur a permis d'enregistrer, de voir un peu les flux de production et de mieux aborder le monde des investisseurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne veut investir sans avoir un certain nombre de données. Et avec l'informatique, ces personnes ont pu fournir ces données-là à ces investisseurs-là. D'accord. Alors, quels sont les objectifs de votre plateforme aujourd'hui? Notre plateforme a pour objectif, en fait, de non seulement résoudre tout ce qu'il y a comme problème que l'informatique peut résoudre au niveau de l'agriculture, permettre à nos parents d'avoir accès aux bienfaits de l'informatique, permettre à nos parents d'avoir accès à ce dont ils ont besoin via l'informatique et encore permettre à nos parents d'être vus sur Internet via notre plateforme. Au jour d'aujourd'hui, si un investisseur vient sur le site web de la plateforme Lorbois, il pourra connaître certaines informations, certaines coopératives, puisqu'on a une web TV. D'accord. Qui... On ne fera pas la publicité aujourd'hui. Non, on ne fait pas de publicité. Qui en fait va dans les villages pour rencontrer les coopératives en fait. Donc via cette web TV là, on sait un peu quelle coopérative fait quoi et où. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Doumbia, de votre présence sur notre plateau. Et merci encore pour cette application que je trouve qui est quand même à saluer. Oui, merci. Alors, Business Matin pour aujourd'hui, c'est pas encore fini. Nous continuons toujours avec les TIC et pour cela, nous recevons Sylvestre Affery, le professeur informatique de Business Matin. Je le disais tantôt, Infotique, c'est tout de suite. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Sylvestre Affery, le professeur informatique de Business Matin. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs. Et encore une fois, je suis très content d'être sur le plateau pour parler d'informatique, de TIC, pour parler aussi d'ordinateur, pour parler de clavier, pour parler d'Internet, pour parler de beaucoup de choses en fait. Et pour parler de raccourcis. Pour parler de raccourcis, effectivement. Alors, quels sont les raccourcis Internet ou on va dire quoi? C'est raccourcis clavier? Oui, raccourci clavier, c'est raccourci clavier. Alors, donc, quels sont les raccourcis clavier que vous connaissez? Je sais que ça peut faire peut-être 2 ou 3, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, le professeur informatique nous donne tout le reste. On vous écoute. Bien, oui, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est parler des raccourcis clavier, mais parler des raccourcis clavier aussi concernant Internet. Parce que généralement, lorsqu'on navigue sur Internet, on peut fermer notre page Internet involontairement. Et lorsqu'on a fermé la page, le temps de repartir encore dans Google pour rechercher encore la page, rechercher encore les choses, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a un raccourci clavier qu'on peut exécuter sur le clavier facilement pour retrouver la page en question. Il suffit d'appuyer. Oui, il suffit d'appuyer la touche CTRL majuscule T et la lettre T. Voilà, CTRL majuscule et la lettre T. D'accord, donc c'est simultanément ces 3 touches. Hein. Oui. Il faut les maintenir, il faut maintenir la touche CTRL, maintenir la touche majuscule et maintenir la touche T. Et automatiquement, la page qui venait juste de se fermer s'ouvre à nouveau et nous avons notre connexion notre navigation qui peut repartir de plus belle. Voilà. D'accord. Donc, à côté de ce raccourci-là, il y a un autre raccourci aussi que je voulais apprendre aux petites personnes, aux personnes qui ont l'habitude de faire des choses, je vais dire, assez personnelles sur des ordinateurs. Parce que généralement, quand on est au bureau et qu'on est en train de travailler, on est en train de faire certaines choses, quelqu'un peut rentrer dans le bureau de façon, de manière, je vais dire, instantanée et on est traumatisé sur le coup. Et on a envie de cacher en fait ce qu'on faisait. Il suffit juste d'appuyer la touche Windows D pour faire disparaître tout ce qui était sur l'écran. Et lorsqu'on appuie la touche Windows D, c'est le bureau effectivement qui s'affiche et
là, on a l'impression qu'on ne faisait rien. Qu'est-ce qu'il faut cacher dans ce genre de cas? Justement, comme je le disais, lorsqu'on est en train de naviguer, on est en train de faire une navigation, peut-être... Donc on fait quelque chose qui n'est pas très catholique. Donc pas forcément quelque chose qui n'est pas très catholique, mais peut-être qu'on est dans sa boîte mail, on a reçu peut-être un mail assez personnel et qu'on a envie de regarder tout seul. Voilà, on peut juste appuyer la touche Windows D et automatiquement toutes les pages disparaissent et pour faire apparaître le bureau. Voilà, comme si on ne faisait rien en fait. Voilà, donc c'était un peu cela pour aujourd'hui, je veux dire, pour les deux raccourcis. Merci beaucoup Sylvestre. C'est tout ce que vous avez pour moi aujourd'hui? Oui, c'est tout ce que j'avais pour vous et je vais profiter en même temps pour rappeler les différents raccourcis clavier que j'ai appris aujourd'hui, notamment contrôle majuscule T qui sert en fait à rouvrir une page internet lorsqu'elle est fermée de façon, je vais dire, même si, lorsqu'on n'a pas fait exprès qu'on a fermé la page, on peut appuyer contrôle majuscule T pour pouvoir ouvrir la page. Et Windows D, lorsqu'on est en train de naviguer, par exemple, lorsqu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas, je vais dire, l'autorisation d'aller sur Facebook et qu'on va sur Facebook et qu'on est surpris peut-être par un de nos supérieurs, on peut appuyer la touche Windows D pour pouvoir juste, je vais dire, rabattre la page internet et accéder directement au bureau. Merci beaucoup, Sylvestre Affery, pour ces informations très croustillantes, on va dire ça comme ça, dans l'infotique. Je le disais tantôt, Panorama, c'est tout de suite. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'Alex Mokhtar. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie et très heureux d'être là. Ah ben c'est le bonheur aussi de les partager. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est une histoire d'Abu Dhabi. Alors, on vous écoute. Alors, on va s'intéresser tout simplement à la Banque nationale d'Abu Dhabi, bien sûr, qui, elle, a décidé donc de se lancer dans la gestion de fortune en Afrique. Voilà. Alors, expliquez-moi ça. Alors, il faut savoir que la Banque nationale d'Abu Dhabi envisage de développer certaines branches de ses activités. Tout simplement, elle a décidé depuis donc quelques mois de mettre l'accent sur des activités ayant un important rendement, comme je le disais tantôt, la gestion de fortune, afin donc de compenser, pour ainsi dire, la régression de ces marges dans des domaines traditionnels qui sont considérés comme les activités traditionnelles des banques, on va le dire comme ça. Il faut noter que la chute des prix du pétrole d'environ 50% depuis le mois de juillet dernier, également quelques tensions, je dirais, politico-confessionnelles qui minent un petit peu le monde arabe, qui sont matérialisées bien sûr par une rivalité entre l'Arabie saoudite qui est à majorité sunnite et l'Iran qui est à majorité chiite, ont impacté bien sûr tous ces événements, ont fini par impacter négativement, je dirais, les marchés financiers et altérer, on dira, la confiance donc des investisseurs au Moyen-Orient tout simplement. Alors pour ce faire, pour diversifier ces activités, pour ne pas bien sûr être frappé en tout cas par une régression trop importante, il faut également trouver d'autres secteurs d'activité qui sont susceptibles d'être beaucoup plus rentables pour cet établissement financier-là. Et bien sûr, M. Gary Dougan, directeur de cette banque-là, ne dit pas autre chose. Notre stratégie de diversification géographique devrait nous aider, bien sûr, à compenser les effets néfastes des défis récents que nous rencontrons sur les marchés du Moyen-Orient. Alors, c'est simple, vous êtes fortuné, vous êtes en Afrique, tout simplement, cette banque-là décide de vous aider purement et simplement à gérer votre fortune en vous donnant des conseils sur des investissements, en tout cas, que vous pourriez faire et je dirais, vous conseiller à investir dans certains secteurs d'activité qui pourraient vous permettre donc de décupler votre fortune. Alors, est-ce que cette action est gratuite, on va dire? Non, bien sûr, quand on a recours au service d'une banque pour pouvoir avoir des conseils, bien sûr, il va de soi que on devra verser quelques émoluments, on dira, financiers à cet établissement-là qui nous donne bien sûr quelques conseils, pour ainsi dire. Il faut aussi dire que la Banque émirative prévoit dans une première étape de se lancer dans la gestion de fortune, d'abord en Égypte, en ce qui concerne le continent africain, et en Inde, avant d'étendre bien sûr ses activités, donc par la suite au monde asiatique et à d'autres pays africains. Alors, merci beaucoup Alex. C'est moi qui vous remercie. C'est donc sur cette nouvelle d'Abu Dhabi, qui, je le dirais, est quand même réjouissante. Tout à fait. Voilà que Business Matin pour aujourd'hui prend fin. Mais sachez que désormais, nous sommes sur le numéro 174 du décodeur de Canal Plus Horizon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Les programmes, quant à eux, continuent sur Business 24 Africa. Au revoir.